pourquoi la cote de Travon Walker est autant montée après le NFL Combine? Bah écoutez, certains ne comprennent pas. Je veux bien. Ils se disent, mais comment ça se fait? Il n'y a plus eu de match. Ok, le combine c'est important. En NFL, il faut être athlétique, c'est normal, mais quand même, le gars il termine la saison, il est champion universitaire et dans toutes les mocks, voilà, il est prévu pour être entre le 30e et le 40e choix. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on nous parle d'un choix du top 3? C'est vraiment trop surévalué le NFL Combine, c'est pas normal, etc. Ben écoutez, moi je pense que la raison est tout à fait ailleurs. On va prendre un exemple concret. Les Lions de Détroit avec le choix numéro 2. Les Lions de Détroit, ils vont avoir, allez, d'un côté Travon Walker et de l'autre Kayvon Thibodeaux. Est-ce que c'est important pour eux de savoir lequel a été le meilleur à l'université? Évidemment que la production universitaire est à prendre en considération, d'ailleurs c'est considéré, c'est évidemment si le joueur a été bon, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas ça leur première question. La question principale que Dan Campbell et son staff se posent, c'est lequel de ces deux joueurs fit le mieux dans le système défensif que je veux mettre en place. C'est ça la véritable question. Dan Campbell et Aaron Glenn, le coordinateur défensif des Lions, ils viennent d'où? Ils viennent des Saints. Qui y a aux Saints? Aux Saints, il y a Cameron Jordan. Comment il est Cameron Jordan? C'est un defensive end grand, costaud et capable de jouer suivant divers alignements. Cameron Jordan, il jouait 3-4 defensive ends à l'université. Finalement, à NFL, il joue en 43. C'est quelqu'un qui peut un peu bouger de partout, qui est grand, polyvalent et costaud. Il est comment, Travon Walker? Grand, polyvalent, costaud? Non? Donc du coup, entre Travon Walker et Kayvon Thibodeaux, la question n'est pas de savoir lequel est intrinsèquement même le meilleur joueur, mais lequel va fit le mieux dans le système. Vous le savez, le système, c'est ce qu'il y a de plus important, que ce soit pour un defensive end, pour un receveur, c'est pas, tiens, je prends celui-là, ou sinon je prendrai celui-là. Vous le savez très bien. Ça dépend beaucoup du système que tu veux mettre en place. Travon Walker, comme Cameron Jordan, il peut défendre le run, il peut mettre la pression, il peut faire toutes ces choses auxquelles sont habitués le staff des Lions. Je ne dis pas que Kayvon Thibodeaux ne peut pas le faire, mais forcément, quand tu as eu Cameron Jordan, Travon Walker, il te donne plus d'assurance que dans ton système, ça va fonctionner. Il a davantage le même profil. Et quand on regarde les décideurs qui ont un choix dans le top 5, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Jaguars, le manager c'est Trent Baalke. Trent Baalke, aux 49ers, il a drafté Arik Armstead. Arik Armstead, c'est un defensive end grand, costaud, polyvalent. Et Travon Walker, il semble une meilleure version d'Arik Armstead. Donc ouais, les Jaguars pourraient être intéressés. Avec le choix 3, c'est Lovie Smith, les Texans. Lovie Smith, au Bears, il a eu Julius Peppers. Non, Travon Walker, je dis pas il sera Julius Peppers. Mais Julius Peppers, c'était quoi? C'était un defensive end grand, costaud, athlétique. Comme Travon Walker. Avec le 4, ce sont les Jets. Robert Saleh, il a eu lui aussi Arik Armstead. Il a eu lui aussi une D-line très performante. Je pense que s'il voit Travon Walker, il se dit « Ah oui, lui, je connais ce type-là de joueur. Je peux en faire quelque chose dans mon système. » À 5, ce sont les Giants. Le nouveau GM, Joe Shane, je sais pas comment on dit, ils viennent des Bills. Les Bills, ils ont pas arrêté, là, avec Edgy Epenesa et puis Gregory Rousseau. Ils ont même doublé avec Carlos Basham. Eh oui, defensive end comment? Grand, costaud et polyvalent. Comme Travon Walker. C'est comme ça que la cote de Travon Walker a grimpé au combine. C'est pas parce qu'il a fait un temps de fou sur le 3 con, mais non. C'est parce qu'à partir du combine, c'est les décideurs qui sont là. C'est avec eux que tous les analystes, les Todd McShay, les Daniel Jeremiah, ils discutent. Et donc là, ils comprennent, avec ces décideurs-là, que Travon Walker, il a un profil qui leur plaît. Et pourquoi il leur plaît? En fait, qu'est-ce qui lui manque à Travon Walker? Il a le gabarit, il a la polyvalence, il a les qualités athlétiques, il a le QI football. Voilà. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, les gars. Ils se projettent sur la NFL. Et qu'est-ce que ça peut donner à un NFL? Je veux dire, on parle de la draft NFL, là.
C'est pas un ranking des meilleurs joueurs universitaires. On s'en fiche de ça. C'est la draft NFL. Donc si tu dois choisir entre un joueur A et un joueur B, c'est pas la production à l'université que tu regardes. Parce que là aussi, ça dépend tellement de ton système. Je veux dire, à Georgia, Travon Walker, on lui a demandé quoi? On lui a demandé de tenir ses gaps pour que Dean, Walker et Tyndall, ils arrivent de derrière et ils fassent les plays. Voilà, et il l'a fait, et il a très bien fait. Donc le mec, il a montré la polyvalence, il a montré l'intelligence de jeu. Tu prends Aidan Hutchinson à Michigan, on lui a demandé de déborder de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a demandé à Kevin Thibodeau? De déborder depuis l'extérieur. Donc forcément que ces mecs à l'université, ils ont une production de fou. Mais c'est pas ça la question que les gars ils se posent, les general managers, les entraîneurs. C'est qu'est-ce que ce joueur va donner dans mon système en NFL? Oui, bien sûr, Hutchinson, Thibodeau, de très bons joueurs. Je pense qu'ils vont faire de belles carrières en NFL. Mais voilà pourquoi Travon Walker, les décideurs pensent aussi qu'il va faire une très bonne carrière en NFL. Il a tout ce qu'il faut. Il a le gabarit, la polyvalence, l'intelligence de jeu et en plus il est athlétique. Eh ben oui. Et donc du coup, c'est pour ça que dans leur mock draft, Travon Walker est passé des choix 25-30 au top 5. Tout simplement. Pas parce que, voilà, il court vite, il s'auto, je sais pas quoi. Mais non. C'est parce qu'il a un profil qui plaît, un profil qui leur parle à ces gars-là. Je veux dire, quand tu fais un choix dans le top 5, c'est un choix avec tellement de conséquences sur l'avenir, sur ton propre avenir. Je veux dire, si tu te rates là, tu sais que dans 1 an, dans 2 ans, t'es viré. Donc forcément, le manager, il fait quoi? Projetez-vous. Vous recevez à dîner des invités très importants pour votre avenir professionnel. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, ah ben tiens, je vais faire cette recette que j'ai jamais fait, puis on verra bien ce que ça donne? Ben non. Vous y allez sur quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez. Vous allez faire votre recette au poulet qui fonctionne. À chaque fois, les gens vous disent putain c'est bon. Vous allez assurer le coup comme ça. Des choses que vous maîtrisez, que vous connaissez. Et voilà, c'est ce qu'ils vont faire les general managers dans le top 5, forcément. Quelqu'un qui fit dans leur système, quelqu'un qui leur rappelle des choses qu'ils ont connues, des choses qu'ils maîtrisent, et des choses sur lesquelles ils peuvent se projeter en se disant, ben voilà, ce jour-là, je sais que ça va fonctionner. Je sais, on sait jamais rien à la draft, évidemment. Mais du coup, tu vas sur le choix qui te donne le plus d'assurance. Et donc du coup, c'est ce qui a transpiré dans leur conversation avec tous les experts qui font des mock drafts qui ensuite influencent toutes nos mock drafts. Et voilà comment Travon Walker est passé de 25 à top 5. Et oui, c'est pas une histoire de je cours vite, je saute haut, c'est le combine, oulala, mais non. Évidemment qu'il a marqué des points au combine. De toute façon, un defensive end, s'il est pas athlétique, il est pas dans le top 5. Voilà, c'est réglé. Mais c'est pas juste parce qu'il a été athlétique au combine. C'est ce qu'il a montré à l'université. En plus, il est athlétique au combine. Et ce profil-là, voilà, ça parle aux décideurs du top 5. Vous allez me dire, mais alors pourquoi, à la fin de la saison universitaire, Travon Walker était prévu en fin de premier tour et après le combine, comme par hasard, il est prévu dans le top 5? Tout simplement parce que, vous le savez, la saison universitaire et la saison NFL, à 1 semaine près, ça a lieu en même temps. Donc du coup, le GM, le head coach, ils s'en occupent pas du tout. Ils ont pas le temps. Ils sont à fond sur la saison NFL. Et puis de toute façon, à la fin de la saison NFL, ils seront peut-être virés. Tous les ans, des coachs sont virés, des managers sont virés. Ils s'en occupent pas du tout. Donc pendant la saison universitaire, tous les analystes, experts, ESPN, NFL Network, etc., c'est avec les scouts qui discutent et c'est là qu'ils échangent, etc. Mais à partir du NFL Combine, c'est plus avec les scouts. De toute façon, c'est pas les scouts qui décident. Ce sont les general managers, ce sont les head coachs. Et quand ils commencent à discuter avec les head coachs et les general managers, là, tous ces analystes, ils comprennent qu'en fait, Travon Walker, c'est pas un choix du top 25, c'est un choix du top 5. Et du coup, Travon Walker, comme disait Dieudonné, Une deuxième question qui forcément nous intéresse, c'est combien il va y avoir d'échanges lors de cette nuit du premier tour. Donc, j'en sais rien, mais je vais prendre un pari, moi je vais dire 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de 4 potentiels trades. Pourquoi? Pour quelle position? Et à chaque fois, je donnerai 2 équipes susceptibles de faire ces trades. Donc le premier, pour moi,
Il interviendra dans le top 6, 7 et ce sera pour un edge rusher. Pourquoi? Parce que je pense que l'année dernière, les équipes se sont précipitées sur les quarterbacks, ils sont partis 1, 2, 3 et je pense que cette année, c'est fort possible que les pass rushers partent 1, 2, 3. Et donc du coup, il y aura forcément au moins une équipe qui va faire un trade-up pour aller choper un pass rusher. Parce que franchement, si on regarde bien, il y a Kevin Thibodeau qui est un peu controversé, il y a Trevon Walker qui est un petit peu controversé, on vient d'en parler. Il y a Aidan Hutchinson qui lui n'est pas vraiment controversé, mais voilà, une fois que ces trois-là seront partis, il reste quoi? Il reste de très bons joueurs, il y en a plusieurs, notamment un, il s'appelle Jermaine Johnson. Ensuite, oui, bien sûr, il y a toujours de George Karlaftis, par exemple, qui est très intéressant. Mais je pense que Jermaine Johnson est vraiment un très haut profil et je pense que c'est pour ce joueur que les équipes vont se battre. Parmi les deux candidats susceptibles de monter un trade pour aller le choper, je vois surtout deux franchises, je vois les Jets et je vois les Texans. Pourquoi les Jets? Parce que les Jets ont déjà le choix 4 et qu'est-ce qu'ils vont faire avec le choix 4? Moi, je leur conseillerais de prendre Jermaine Johnson. Mais c'est fort possible, ce qu'on voit la plupart du temps dans les mock drafts, c'est qu'ils prennent un offensive lineman. Si en plus ça se passe comme je le sens, c'est-à-dire que les pass rushers partent 1, 2, 3, ça veut donc dire qu'au choix numéro 4, il y aura à la fois Ikem Ekwonu, Charles Cross et Van Niel de disponibles. Donc évidemment, c'est très tentant pour une équipe comme les Jets. Donc peut-être qu'ils partiront sur la ligne offensive, mais du coup, ensuite, comment ils font pour avoir ce pass rusher dont ils ont vraiment besoin? Je sais Carlson va revenir de blessure, je sais John Franklin Myers est pas mauvais, mais franchement, il leur faut vraiment un vrai bon pass rusher. Et le souci, c'est que derrière eux, derrière donc le choix 4, il y a les Giants qui ont 2 choix. Eux aussi, ils ont besoin d'un pass rusher. Il y a les Falcons. Ok, ils pourraient prendre un quarterback, mais ils ont beaucoup besoin d'un pass rusher. Ils ont terminé dernier en sac l'année dernière. Il y a les Seahawks, il y a un besoin en pass rusher. Ok, ils pourraient prendre eux aussi un quarterback ou peut-être même un corner style Sauce Gardner, mais un pass rusher, c'est vraiment dans la discussion pour eux. Donc du coup, ça fait quand même pas mal d'équipes avec un besoin en pass rusher, sans compter d'autres équipes, peut-être juste après, qui pourraient monter devant eux. Donc du coup, moi je pense que les Jets sont vraiment un candidat très solide à se servir de ce choix 10, plus un de leurs 2 choix du second tour. Parce que c'est ça aussi, si tu veux monter, il faut avoir les munitions. Et ils les ont. Et je pense que les Jets pourraient très bien monter dans le top 10 à partir de leur choix 10 en ajoutant un deuxième tour pour aller chercher un pass rusher. Autre candidat, donc je l'ai dit, les Texans, parce que c'est la même problématique. Alors j'ai dit que 1, 2, 3 c'est les pass rushers, donc non, ils vont pas remonter pour en prendre un deuxième. Mais admettons que je me trompe, évidemment, je peux très bien me tromper. Ils prennent, mettons, Evan Neal avec le choix numéro 3, ce qui est possible également. Et donc du coup, après à 13, ça risque d'être un petit peu trop juste. Ils vont avoir une défense en 43 pour Lovie Smith, il leur faut absolument un defensive end dominant. Ils l'ont pas. Oui, ils pourraient attendre, prendre George Karlaftis si disponible, ce qui est même pas sûr. Mais il pourrait également être un candidat pour se servir de ce choix 13 plus de leur second tour et essayer de remonter de quelques places pour aller choper par exemple un Jermaine Johnson. Deuxième échange possible, celui pour un quarterback dans le top 10. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Les quarterbacks de cette année sont pas terribles, alors en plus il faut donner des choix pour aller en prendre un. Peut-être justement parce qu'ils sont pas terribles et donc du coup tu peux pas être séduit par plusieurs quarterbacks de cette QV, c'est pas possible. Mais par contre si tu en as besoin, qu'il y en a un qui te plaît, ouais, tu vas sans doute être obligé de monter pour aller le prendre. Alors qui serait susceptible de faire ça ? Moi, pour l'instant, je vois surtout 2 équipes. Il peut en avoir d'autres, mais je vois surtout 2 équipes. Ça serait les Saints, par exemple. Les Saints, pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà fait un échange avec les Eagles pour récupérer un deuxième choix au premier tour. Oui, les fans des Saints rêvent que ce soit pour prendre 2 joueurs, un receveur et un offensive tackle. Mais si c'était pour faire ça, ils auraient attendu le soir de la draft. S'ils ont fait ça bien avant la draft, c'est sans doute pour avoir les munitions, pour avoir le temps de passer les coups de fil qu'il faut, pour savoir que eux ils seraient d'accord pour ceci, eux seraient d'accord pour cela, et du coup je peux essayer de monter devant les Commanders de Washington, monter peut-être devant les Falcons d'Atlanta, pour aller choper le quarterback qui m'intéresse. Une autre équipe susceptible de le faire, peut-être susceptible de monter un petit peu moins haut, si les quarterbacks commencent à descendre, surtout celui qui les intéresse, ce serait les Steelers de Pittsburgh. Parce que Mitch Trubisky est pas si mauvais que ça, mais c'est pas l'avenir non plus. Mason Rudolph, on l'a vu, ça sera pas ça non plus. Donc s'il y a un quarterback qui les intéresse et qui commence à un tout petit peu descendre, c'est fort possible qu'ils sacrifient un choix de l'année prochaine pour essayer de remonter un petit peu et aller attraper ce quarterback.
Donc je pense que voilà, un deuxième échange possible, ça serait les Steelers pour aller attraper un quarterback, disons, dans les choix, j'en sais rien, allez, 10 par exemple, pourquoi pas. Troisième possibilité d'échange, pour une position, pour moi, ça serait par rapport à un receveur. Pourquoi un receveur? Parce que la QV est vraiment talentueuse, il y a beaucoup de profils, des joueurs de talent en plus, des joueurs différents. Mais est-ce qu'il y en a vraiment un qui se détache? Est-ce que vraiment on peut se dire, comme l'année dernière, Ja'Marr Chase, c'est le phénomène? Non, là, il y en a plein de bons. Que ce soit Burks, que ce soit Wilson, que ce soit Olave, que ce soit London. Il y en a plein qui sont bons, mais il n'y en a pas vraiment un qui se détache. Donc c'est fort possible qu'il n'y en ait même pas un de pris dans le top 10. Surtout qu'il y a beaucoup d'équipes avec plusieurs choix au premier tour. Et des équipes qui ont besoin d'un receveur. Donc du coup, ces équipes pourraient très bien faire un choix sur une autre position avec leur premier choix du premier tour. Et ensuite revenir sur la position. Voilà ce qui peut se passer. Et donc du coup, allez, on identifie deux équipes qui pourraient monter à la draft pour prendre un receveur. Pour moi, la première qui me paraît vraiment évidente, ce sont les Packers de Green Bay. Parce que les Packers de Green Bay ont le choix 22. Alors oui, ils pourraient attendre et voir celui-là qui tombe, mais bon, c'est toujours pareil. Une franchise NFL, ils ont leur système offensif, c'est jamais on prend celui-là qui reste et puis ça ira très bien. Non, ils ont toujours des préférences par rapport aux joueurs, mais aussi par rapport à leur système. Comment tu vas attendre alors que devant toi, tu vas avoir les Eagles qui ont besoin d'un receveur, tu vas avoir les Saints qui ont besoin d'un receveur, tu vas avoir les Patriots qui ont besoin d'un receveur. Toutes ces équipes-là, finalement, à 22, il va peut-être te rester, un ou deux, et puis tu fais avec celui-là. Ça m'étonne, ils ont quand même deux choix de premier tour, sacrifier un choix de l'année prochaine ou du deuxième tour et monter un petit peu pour aller choper le receveur qui t'intéresse. Deuxième candidat, les Chiefs de Kansas City. Ok, il n'y a pas urgence, il y a Mecole Hardman, il y a Juju Smith-Schuster, il y a Valdez-Scantling, mais il leur faut quand même un bon receveur d'avenir, et notamment un avec de la vitesse, puisqu'ils ont perdu Tyreek Hill. Ils ont deux choix en fin de premier tour, donc ils pourraient servir des deux pour remonter. Enfin, le quatrième échange possible, si vous suivez mes vidéos, il n'y aura pas de surprise puisque je le fais pratiquement dans toutes mes mocks. C'est une équipe qui revient en fin de premier tour pour essayer de court-circuiter les Lions de Détroit qui ont le choix 32. Et donc là aussi, deux candidats possibles, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas le développer, mais ça serait les Falcons d'Atlanta. S'ils font notre choix à 8, ils ont deux choix au deuxième tour, ils pourraient très bien s'en servir pour revenir, disons, au choix 31 avec les Bengals ou les Chiefs s'ils veulent descendre, sait-on jamais. Idem pour les Seahawks, ils ont de mémoire le choix 40 et 41 au deuxième tour, ils pourraient là aussi s'en servir. Toujours pareil, avec pourquoi pas les Bengals. Donc du coup, je vois bien au moins 4 échanges lors de la soirée qui arrive. Autre question très intéressante, qui sera la surprise? C'est-à-dire le joueur que vraiment on attend au second tour et qui en fait est pris au premier tour. Tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, il y a des joueurs qu'on ne voit pas venir, que ce soit Terrell Edmunds, Damon Arnett, Darnell Savage, Jordan Brooks, etc., etc. Ça arrive. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, mais de toute façon, ça arrive. Donc, si ce sont des choix surprises, par définition, a priori, je peux pas les deviner. Mais écoutez, je vais vous faire deux propositions sur lesquelles je vais développer un petit peu, puis ensuite, je donnerai 4-5 noms qui sont aussi également possibles. Le premier de ces joueurs, qu'on n'annonce pas du tout au premier tour et qui pourtant pourrait y être cette nuit, c'est Logan Hall, le defensive lineman de Houston. Pourquoi Logan Hall? Parce que déjà il est grand, il a une belle envergure, il est plutôt costaud, on voit bien qu'il peut ajouter facilement de la masse musculaire dans son gabarit. C'est quelqu'un qui a des mains très violentes, c'est quelqu'un qui a déjà de bons moves et c'est quelqu'un qui est plutôt explosif. On a vu tout ça sur le terrain avec Houston. Je parle de l'explosivité, on l'a vu également lors du combine. C'est vraiment un joueur athlétique très intéressant et qui a montré depuis 2 saisons à l'université qu'il était très intéressant également sur le terrain. Donc voilà un joueur qui en plus de par son gabarit et de par son profil de jeu pourrait s'adapter à tous les systèmes. C'est-à-dire qu'il peut très bien jouer 3-4 defensive end. C'est-à-dire qu'il peut très bien jouer dans une 43 à l'intérieur. Même on évoque que dans une 43, il pourrait peut-être jouer à l'extérieur. Donc Logan Hall, avec son jeu de pied, avec ses bons moves, avec ses mains, avec son explosivité, c'est également possible. Je pense pas que ça serait sa meilleure utilisation, mais c'est possible. Donc voilà un joueur très polyvalent qui, de par sa polyvalence, peut intéresser toutes les équipes parce qu'il peut aller dans tous les systèmes. Il est bon. Il est athlétique et il peut aller dans tous les systèmes. Donc forcément, il peut intéresser. Donc Logan Hall de Houston, ça pourrait être une des surprises qu'on aura cette nuit. Deuxième potentielle surprise,
Tyler Smith de Tulsa, c'est un offensive lineman. Première raison, c'est parce qu'en fin de premier tour, déjà, il y aura pénurie de lineman offensif. Voilà, tous les tackles seront partis, tous les Neal, les Konu, les Cross, les Penning, les guards. Écoutez, il y en a deux, c'est Kenyon Green, c'est Zion Johnson. Tyler Linderbaum, il partira peut-être pas au premier tour, mais bon, disons qu'il sera parti. Et après, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te reste? Il y a plus grand monde, et pourtant, il y aura encore des équipes en besoin, de toute façon. Et donc, Tyler Smith, il pourrait se faire sa place. Pourquoi? Parce que lui aussi, il est grand, il a une belle envergure, il a joué tackle avec Tulsa, il a été bon en protection, il a également été bon dans le run block, c'est un combattant, il va vraiment au mastic. Il fait parfois un petit peu des fautes, il est trop agressif, mais ça se coach, ça se corrige. Et puis, il joue donc cette position premium sur la ligne offensive. Donc du coup, ça pourrait être un choix surprise en fin de premier tour. Tyler Smith, le lineman offensif de Tulsa. N'oubliez pas son nom. Si c'est pas le cas, il partira de toute façon dès demain et relativement tôt. Ensuite, écoutez, il y a d'autres joueurs, évidemment, puis des surprises que je vois pas venir, effectivement. Mais d'autres joueurs qui sont plutôt prévus second tour, mais c'est fort possible. Écoutez, pourquoi pas le safety Jaquan Brisker, Jalen Pitre, j'y crois pas trop au premier tour, même si c'est un très bon joueur. Perion Winfrey, le defensive lineman d'Oklahoma. Bernard Reimann, l'offensive tackle de Central Michigan, suivant la même logique qu'avec Tyler Smith, et c'est un bon joueur, Bernard Reimann. Et puis enfin, vu qu'il y a 5-6 receveurs qui partiront, à mon avis, entre les choix 13, 14 et 32, et ben du coup, peut-être qu'une équipe en fin de premier tour, je sais pas, peut-être les Lions, peut-être les Chiefs, etc., pour aller choper un Sky Moore, par exemple. Sky Moore, très explosif, très productif, qui apporte beaucoup de qualité. Il pourrait être un choix surprise de ce premier tour. Ça y est, c'est le jour de l'an, on y est, c'est la draft.